La tech à Nantes, c'est un bassin, tu l'as dit, dans l'introduction, qui est très actif, notamment en fait par la présence, d'écoles, orientées software, mais des écoles, d'ingénieurs généralistes. Aujourd'hui, avec iAdvise, il y a un changement de paradigme très fort, avec l'arrivée et l'avènement de l'IA générative. Pour moi, c'est essentiel qu'un leader technique, comprenne bien les enjeux, business, les enjeux de la société. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Tech Rocks. Je suis Alexandre Gerlich, VP Engineer chez Alan. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Patra, qui est le CTO de iAdvise. J'accueille Benoît car nous avons lancé une série sur les CTO nantais via le collectif Un Job à Nantes. Nantes, c'est un des écosystèmes numériques locaux les plus dynamiques en France. Et le collectif Un Job à Nantes existe depuis 3 ans. Il a été créé par l'agence de développement économique Nantes-Saint-Nazaire, Développement et la cantine numérique. Il permet, avec les boîtes du territoire nantais, de mettre en place des actions de communication, des événements pour promouvoir la marque employeur des entreprises et du territoire, parler de Nantes et de son environnement tech, et bien sûr de pousser des offres d'emploi tech. Benoît, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Bonjour Alex, merci de m'interviewer dans le cadre d'un job à Notes. Donc je suis, Benoît Patra, je suis le CTO de iAdvise. Alors iAdvise, c'était une start-up, maintenant on pourrait dire une scale-up, fondée et créée à Nantes. Qu'est-ce qu'on fait? On est une plateforme conversationnelle, c'est-à-dire que globalement, ce sont les petites bulles de chat que vous voyez sur les sites e-commerce, mais c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Évidemment, c'est une solution plus profonde que ça. Nous, notre ambition, c'est de rendre les marques conversationnelles, notamment à travers nos copilotes, qui sont à la fois pour les visiteurs de ces sites e-commerce et à la fois pour les agents qui répondent en ligne, pour pouvoir les augmenter via notamment de l'IA générative. La tech chez iAdvise, c'est au sein du pôle Product Engineering que j'ai le plaisir de co-diriger avec mon partenaire in crime, Florent Gosselin. Donc on a à la fois des profils produits, à peu près une quinzaine, et des profils tech sous ma responsabilité, une cinquantaine de personnes. Voilà, globalement, c'est la manière dont on est organisé. Donc ça, c'est sur la partie pro. Sur la partie perso, moi, je suis le papa de 2 petites filles. Ma passion, c'est les sports nautiques. Je fais beaucoup de bateaux, de kitesurf, de wing, du foil et tous ces trucs-là. Voilà. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la tech à Nantes? Quel est l'avantage d'être à Nantes selon toi? La tech à Nantes, c'est un bassin, tu l'as dit, dans l'introduction, qui est très actif, notamment, en fait, par la présence, d'écoles, orientées software, mais des écoles, d'ingénieurs généralistes. On a, cette formation. Les entreprises, tech, sont, vraiment, connectées, notamment, via, la cantine numérique, via, des initiatives comme Un Job à Nantes. Donc on est proches, on se connaît, on a pas mal d'échanges ensemble. Sur le plan plus, des avantages, par rapport à d'autres endroits, c'est le pool de talent est très intéressant puisque en fait, on a, la possibilité d'avoir un rayon de recrutement, qui se limite pas finalement à la ville de Nantes, mais qui peut s'étendre, sur je dirais un cercle, dont le centre, serait Nantes, mais qui irait, finalement de Rennes jusqu'à, Angers-Le Mans, voire jusqu'à La Rochelle. Nous, c'est la stratégie qu'on a pris à iAdvise. Donc on a, globalement des top talents sur lequel forcément, comme il y a un peu moins d'entreprises, tech qu'en région parisienne, mais on est fortement visible. Donc on a des top talents, qu'on peut attirer et en plus qui restent plus longtemps en poste. Parfait. Et donc aujourd'hui, tu es CTO de iAdvise. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours pour en arriver là? Ouais, tout à fait. J'ai un parcours assez, on va dire, académique. J'ai démarré dans les maths après, une prépa. J'ai intégré, l'ENS Cachan, sur le campus de Rennes, qui est devenu, l'ENS Rennes. Donc j'ai fait le parcours assez classique, agrég, master 2, et cetera. J'étais spécialisé en probastat, mais avec, quand même envie de faire un petit peu autre chose que de la pure recherche académique, même si j'adore enseigner également. Je me voyais mal en faire, finalement mon activité, unique, et en fait, je suis tombé dans le monde du SaaS, après à travers, une rencontre comme souvent ça arrive. J'ai rencontré Jeunesse Vermorel qui créait à l'époque, Locad. Locad qui existe toujours et qui est une société qui se porte très bien, qui est un logiciel d'optimisation de supply chain. J'ai fait mes premières armes. J'étais venu un peu avec une casquette, on va dire, plus ce qu'on appelait, pas vraiment à l'époque, data scientist, mais qui globalement aujourd'hui s'appellerait, data scientist, et j'ai appris le métier, du génie logiciel, software engineering en anglais, et je dirais même plus généralement, le business du logiciel et le business du SaaS. Dans cette époque, en fait, qui marquait un peu le début, du machine learning.
Donc ça a été, vraiment, l'expérience, fondatrice, un peu la révélation pour moi. Je me suis dit: «C'est vraiment, ça que je veux faire», donc j'ai continué. J'ai eu aussi l'opportunité de faire ma thèse en même temps que je travaillais chez Locad. Ça a été vraiment le début, de ma carrière et globalement, j'ai suivi un petit peu, au fur et à mesure de mes expériences, cette dimension, software en ayant toujours un pied à travers, ce qu'on peut appeler l'IA et voilà et ça continue et ça me plaît toujours autant. Trop cool et du coup, je pense qu'on va avoir l'occasion de discuter, un peu plus longuement des aspects, machine learning et IA un peu plus tard. Mais, durant ton parcours, quels sont les projets qui t'ont le plus marqué? Moi, ce qui m'a pas mal marqué, donc l'expérience qui a suivi, Locan, j'ai pu rejoindre une société qui s'appelle Ifront, qui est relativement, peu connue, on va dire, du grand public, mais qui marque une des très gros succès, du logiciel français. J'ai pu reprendre, un certain nombre de projets, notamment des projets qui étaient un peu en difficulté avec, des enjeux. En fait, on s'en rend rarement compte quand on est un peu dans le bain, mais en fait, à cette époque-là, Ifront était vraiment en hyper croissance, ça fonctionnait très, très bien, mais du coup, on avait beaucoup d'enjeux. Grâce à Ifront, finalement, j'ai appris vraiment la valeur, en fait, du time to market, le fait d'être vraiment aligné entre le déploiement d'une solution et la demande du marché à ce moment-là. Ça a été un passage, pour moi, extrêmement enrichissant. Ensuite, après Ifront, moi, j'ai créé mon entreprise qui s'appelait Queluro. Globalement, on faisait, une boîte mail augmentée, un petit peu, dopée à l'IA. On essayait finalement de résoudre l'email qui a tous ses travers. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on fait plutôt, des solutions de chat type, Slack, Google Chat. L'idée, c'était, non pas de résoudre tous les problèmes liés à l'email, mais de pouvoir, finalement régler le problème, de l'extraction d'informations clés, dans des entreprises où la collaboration est clé et le besoin de partage de connaissances importantes, où tout se fait par email. Typiquement, c'est le cas, d'un cabinet de conseil qui va beaucoup échanger avec ses clients ou encore, un cabinet d'avocats. On a des dossiers qui vont durer, sur, des années, voire des décennies avec des arrivées, des départs de collaborateurs et donc vous avez énormément d'informations qui est contenue dans les emails et la proposition de valeur de Kelero, c'était ça, c'était de pouvoir finalement l'extraire, de le placer sur une timeline et que cette connaissance soit pas perdue. Bon, on a eu des tractions, vraiment intéressantes, voilà. Globalement, on a eu des métriques un peu flat, du point de vue en tout cas de nos investisseurs, et donc du coup, en fait, ils ont pas suivi sur les dernières levées. Voilà, donc c'est une expérience, assez enrichissante. Enfin voilà, en tant que fondateur, directeur technique, on a quand même déjà une petite équipe, mais on a dû s'arrêter. Donc ça a été une expérience très, assez clé pour moi. Donc ça a duré un peu plus de 3 ans et ça m'a profondément, servi pour la suite. Et tu as réussi à, du coup, enchaîner directement sur quelque chose d'autre ou, il t'a fallu un peu de peut-être, d'attente ou de réflexion sur ce que tu voulais faire après? Non, j'ai, assez vite réembrayé. Donc, j'ai sur cette aventure, Keio, j'étais avec, mon associé Grégoire, que je salue au passage et avec qui je suis toujours en très bons termes, hein, donc, il y a pas de problème. En fait, non, on s'était donné un certain nombre d'objectifs, on les a pas atteints et du coup, on a dit: «Bon, bah, si à telle date, on n'arrive pas à sécuriser, ces éléments, on envisagera le plan B». Et c'est ce qui s'est passé donc bon, bah, voilà, forcément un peu de déception, mais j'ai rembrayé très vite, et donc j'ai rembrayé avec, Talent Today, donc une solution d'évaluation, soft skills, voilà donc des tests, psychométriques, avec la particularité de les traiter à grande échelle. Donc on avait beaucoup, beaucoup de banques de données de tests, qu'on éditait nos tests et on s'occupait de les distribuer et de mesurer les résultats. L'expérience vraiment intéressante, sur Talent Today, ce qui marque, parce qu'encore une fois, ça a duré, 3-4 ans. Ça a été quand, en fait, on a été racheté par un groupe US et là, donc il avait fallu, gérer finalement, l'intégration, ce que les anglo-saxons appellent la PMI, le Post Merger Integration et là, c'était super enrichissant parce que, c'est dans un groupe où la culture était très, très différente d'un SaaS, plutôt français, même si on avait déjà une ADN assez, américaine parce qu'on avait eu des bureaux aux États-Unis. Mais là, ça a été un vrai enjeu, culturel, voilà, de réaligner le business, et de bien se comprendre et ça s'est bien passé donc c'était assez chouette. Ça, c'est globalement les expériences, antérieures à iAdvise. Aujourd'hui, avec iAdvise, il y a un changement de paradigme très fort avec l'arrivée et l'avènement de l'IA générative. Il y a un peu plus d'un an, en début avril, 2023, on a décidé finalement de faire un virage très, très fort.
On a fait le choix de finalement de laisser tomber la roadmap qu'on avait prévue pour 2023, à la fin 2022 et de réorienter complètement le produit autour de l'IA générative. C'est un pari qui est gagnant aujourd'hui, je trouve que collectivement, on a été bon. C'est une bonne nouvelle et ça nous a permis finalement de prendre un peu ce first mover advantage et donc ça fait un peu, l'écho, avec la première expérience dont je te parlais, côté eFront où cette nécessité d'être vraiment, au bon moment, le time to market. D'accord, mais du coup, là, chez iAdvice, tu as, finalement quelque chose d'assez similaire à eFront, par contre avec un rôle qui est totalement différent, celui de CTO. Aujourd'hui, comment tu le décrirais? Le rôle du leader technique et du CTO, j'essaye de le, conceptualiser, c'est peut-être un bien grand mot, mais autour de 3 piliers. Déjà tout ce qui va attraire au business. Pour moi, c'est essentiel qu'un leader technique, comprenne bien les enjeux, business, les enjeux de la société. Il y a, évidemment la tech. On reste même en tant que leader technique des passionnés de tech. Je pense que ça reste important. On a des équipes qui sont les experts, mais parfois il faut arbitrer, challenger, se créer sa propre conviction, pouvoir l'expliquer et donc pour ça, c'est sûr il y a besoin de une connaissance, technique, avec un spectre relativement large. Dans une boîte SaaS, on a le produit et le produit, c'est finalement, le mariage du business et de la tech et enfin, le 3e pilier, c'est, la dimension humaine, people. On fait rien seul, le logiciel, c'est souvent une histoire de personnes. Il faut comprendre, nos collaborateurs, les gens avec qui on travaille, leurs forces, leurs points d'amélioration, tout ce qui va attrait finalement aux hard skills, mais également, la personnalité, les motivations, ce qu'on décrirait globalement par les soft skills. Pour moi, c'est essentiel. Voilà, donc ces 3 piliers, business, tech et people. Très bien, et comment tu les orchestres, ces 3 piliers? Tu y passes, combien de temps un peu dans chaque? Alors ce que je fais, pour te donner ma petite, recette, personnelle, globalement sur chaque, fin de semaine, je fais un bilan de ce que j'ai fait dans la semaine, qui me permet plus tard de dire: «Voilà, ça j'avais, investi pas mal de temps à titre personnel sur tel sujet et en fait, c'était peut-être une pas super bonne utilisation de mon temps» ou à contrario, en fait, j'avais détecté un bon sujet et je l'ai récupéré je l'avais identifié à tel moment. Donc ça, je fais ça de manière hebdomadaire et j'organise, en 3 catégories et celles que je t'ai citées, business, tech, people et globalement, je trouve que c'est, assez bien équilibré, je vais pas dire que c'est du 33-33-33, mais c'est globalement bien équilibré. Alors il y a des moments, plus intenses sur la partie business et des moments plus intenses sur la partie tech. Sachant que la partie people au final, elle est toujours, présente. Des entretiens de recrutement, hem, on a, des discussions avec les équipes, enfin des sujets qui attrait finalement aux collaborateurs et qui sont toujours là. Mais par contre, disons que business tech, ça dépend un petit peu, on va dire de la saison, des enjeux et voilà. Mais ça c'est plutôt équilibré, disons. Là, je trouve ça super intéressant que tu fasses quand même une analyse un peu de, comment tu as utilisé ton temps entre ces trois catégories. Si on revient un petit peu sur ton parcours, qu'est-ce qui t'a aidé en fait pour le développer au cours de ta carrière? Globalement, c'est les personnes que j'ai pu rencontrer et je pense notamment aux divers CEO parce que on voit c'est plutôt des petites entreprises. Les différents CEO dans lesquels je suis passé, ont été vraiment des sources d'inspiration, fortes. Je pense notamment, tu vois, sur des zones où, j'étais, on va dire assez loin. Je pense à Martin Rissen, le fondateur de Talent Today. C'est quelqu'un qui a été, très important pour moi et c'est devenu un ami. Je le salue au passage, s'il nous entend. En fait, c'est vraiment une des personnes qui m'a fait progresser sur la dimension, soft skills, mieux réussir à comprendre les personnes, leur motivation. Alors moi, je viens quand même des sciences, dures, tu vois? Et j'ai très peu été formé à la psychologie, à ces éléments-là. L'aventure Talent Today, la rencontre avec Martin, et je dirais même avec le groupe Medix, le groupe, américain, dont tu parlais qui nous a rachetés à l'époque. Voilà, c'est des organisations où la dimension people, soft skills est centrale et ça m'a beaucoup fait progresser à titre personnel sur ces sujets-là. Et si on revient un peu plus en détail, finalement sur ton poste, actuel, tu es arrivé chez iAdvize, il y a presque 4 ans maintenant. Quels sont tes principaux enjeux actuellement? Alors, l'enjeu, numéro un, c'est, ce cap, et ce virage autour de l'IA générative qui est finalement,
au centre de notre business et maintenant de notre proposition de valeur. Si tu veux, iAdvice a été fondé en 2010. C'est, une plateforme conversationnelle donc, qui met en relation, je dirais, je simplifie, fortement le trait, mais c'est un petit peu, qui permet à un visiteur d'échanger avec un agent humain. Un peu comme un pot de yaourt, alors c'est pas tout à fait symétrique, mais qui est entre 2 enfants, qui leur permet de communiquer. Alors nous, il y a du reporting, une capacité, d'orchestrer ces conversations pour qu'elles se routent et cetera. Enfin, c'est pas juste un film, mais vraiment, on faisait en sorte que, ces 2 enfants, ils puissent communiquer. Aujourd'hui, en fait, là, avec l'IA générative, notre proposition de valeur, elle est bien au-delà, en fait. On devient responsable de ce qui s'y dit, puisque, sur ces conversations qui sont opérées par notre IA, heu, on est responsable de ce qui est dit. Là où, on avait des techniques sur notre technologie, précédente, de bots, c'est-à-dire de répondants automatisés, mais les réponses, la génération était finalement plus ou moins scriptée à travers un scénario. Aujourd'hui, on est vraiment responsable de la qualité des conversations. Donc c'est ça l'enjeu, numéro un. Tu vois? Et c'est une vraie transformation d'équipe. C'est un petit peu, une autre analogie, tu vois? C'est un peu comme Netflix, c'est-à-dire, tu es une plateforme, de VOD, tu distribues des films, tu fais en sorte qu'il y a la meilleure qualité de streaming pour toutes les personnes à travers, le globe et qui puissent, streamer en tout cas des films ou des séries qui ont été produits par d'autres. Et beh, un moment, Netflix s'est mis à produire son propre contenu. Et ben, en fait, c'est un petit peu ça quand même, globalement la ce que vit comme transformation iAdvice, et c'est, tout à fait passionnant. Parce que notre proposition de valeur, elle est bien sûr bien augmentée et finalement, cette IA générative, c'était un petit peu la brique technologique qui manquait jusqu'à présent pour pouvoir achever notre vision. Voilà. Donc c'est vraiment, au centre de nos enjeux. Si faire, tu vois, des prototypes, avec quelques LLM et cetera, ça peut se faire assez facilement. Commencer à opérer ça, à l'échelle, en production, avec, un contrôle finalement, fin, de la qualité des réponses, qui sont fournies. C'est un véritable, virage technologique, pour nous, et moi, en fait, ma mission, c'est ça. C'est de conduire, iAdvice, d'une boîte, tech, on est un éditeur, SaaS depuis, une décennie, plus d'une décennie maintenant, à une boîte, osons dire le mot, un peu deep tech, voilà, où on a des verrous de R&D, des challenges, notamment d'IA, qui sont encore non résolus. D'accord, et justement sur ce challenge tech, en IA générative, la faculté d'itérer, d'évaluer aussi la qualité des réponses qui sont émises, bah, c'est, tout nouveau domaine. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques que tu as mis en place? Ouais, tout à fait. En fait, bah, tu sais, au début, il y a un peu plus sur notre premier déploiement, globalement, on écrivait, un prompt, on faisait quelques tests, on faisait un peu tourner le truc, dans le département product engineering et globalement, on allait en production. Aujourd'hui, on change complètement de dimension. On peut plus se permettre de changer la stratégie, d'IA. On n'a plus qu'un seul prompt, mais tout un graphe de prompts qui se chaînent avec des méthodes qu'on appelle, RAG, Retrieval Augmented Generation, qui vont extraire de la connaissance, qui nous est transmise par nos clients, les marques. Tout ça, en fait, on a 2 choses parce qu'il est hors de question de pouvoir dégrader ou de tester de manière, incontrôlée, en production. On est trop à l'échelle pour ça, voilà, on a dépassé le stade de POC, et alors donc du coup, on a à la fois, on va dire, un lab, ce qu'on appelle un laboratoire. C'est-à-dire, en fait, on va avoir un outil d'évaluation, dans lequel on va isoler, le contexte de marque sur des conversations qui ont eu lieu, bonnes ou pas bonnes en termes de réponse, sur lequel on va évaluer la stratégie d'IA et pouvoir mesurer avec un changement de notre code et donc de notre stratégie si on progresse ou au contraire on régresse. Ça, c'est la partie, on va dire, un peu lab. On essaye de travailler dans un environnement isolé, de la production pour faire progresser, notre IA avant une mise en production, et on a une deuxième chose, c'est, de pouvoir monitorer en live sur des KPI business, avec, le retour le plus tôt possible, ce qui s'y passe, et contrôler un peu le comportement de l'IA, la satisfaction client, la conversion, sur les sites, grâce à l'IA en prod. Voilà, donc c'est globalement une approche, où on a 2 grands pans, ce qui se passe
avant production en laboratoire et ce qui se passe en production avec du monitoring. D'accord. Et par rapport à tes équipes aussi, est-ce qu'il y a eu finalement un change management à mettre en place pour prendre ce virage d'IA générative? Oui, tout à fait, parce que ce virage, on l'a pas pris il y a si longtemps que ça, hein. J'en parle, c'était, tout début 2023, après des POC sur le second semestre 2022. En fait, c'est les mêmes équipes qui ont, déployé, les premiers ers protos, les premiers proof of concept avec ces, finalement bêta-testeurs de l'IA générative et qui aujourd'hui doivent mesurer, avoir une démarche expérimentale. Donc en fait, on est passé de quelque chose où on faisait, voilà, je pense que un peu hack, hein, on fait du prototype, on voit en prod avec un client sur lequel, on déploie sur un petit périmètre, on regarde un peu comment ça se passe, à, une démarche qui est beaucoup plus finalement, scientifique en fait, dans l'approche et même, expérimentale, avec un processus de benchmark, à chaque modification de la stratégie, surveiller un certain nombre de KPI. Donc, en fait, on a toujours eu des profils, on va dire plutôt, data science, machine learning, mais, en fait, on a, des gens qui viennent plutôt du software, et de l'édition logicielle, on va dire classique, qui rentrent dans ces sujets, très, finalement, pilotés par la data. Donc c'est, aussi un changement pour eux. Pour toi, à titre personnel, est-ce que tu as aussi changé peut-être quelque chose dans ton day-to-day? Est-ce que toi, tu codes encore, par exemple? Alors, moi, je code encore, un peu comme pas mal de CTO, j'évite de me mettre sur le chemin critique du delivery. C'est-à-dire, en fait, on n'attend pas la PR de Benoît, pour déployer quelque chose. C'est ça que j'entends par le chemin critique du delivery. Donc, les équipes sont autonomes, mais moi, c'est important pour moi, déjà parce que j'aime ça et que je j'ai aussi un peu besoin de garder, la flamme. Donc, je développe encore. Je développe, surtout, des petits outils. Je fais aussi, des prototypes, notamment en exploitant les points d'extensibilité, de la solution iAdvise. On a des API, des webhooks, la capacité d'injecter des iframes, des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est les premiers POC, d'IA générative ont démarré, comme ça. Voilà, j'avais testé des choses avec les API d'OpenAI et donc c'était le tout début. Puis après, bien sûr, les équipes se sont emparées, elles en ont fait quelque chose qui est bien, bien supérieur. Mais j'ai envie de continuer à travailler. J'ai même un petit side project en ce moment, voilà, qui m'occupe, de temps en temps, un peu le soir. Très bien. Je trouve ça super que tu puisses encore coder régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais faire, mais que tu as du mal à réaliser faute de temps? Ouais, bien sûr, il y a un petit truc, que j'aimerais un peu expérimenter. C'est un projet un peu, data. Tu sais, on fait des techniques, RAG, Retrieval Augmented Generation. Et pour nous, finalement, le contexte et le savoir qui est mis à disposition de notre IA par nos clients, il est assez essentiel. Et en fait, j'avais des petites idées pour essayer de le visualiser, pour visualiser, en fait, à quel point il est bien exhaustif ou au contraire, il est très resserré et finalement, il pourra répondre à assez peu de questions, ce contexte, finalement, de lui donner un espèce de score, mais à travers, quelque chose de visuel. Voilà, j'avais un petit projet data autour de ça et franchement, j'arrive pas à trouver une seconde pour prototyper quelque chose autour de ça. Très bien. On a abordé pas mal de sujets donc autour de l'IA générative. Il y a un autre thème que j'aimerais aborder avec toi, c'est est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être un échec que tu as connu au cours de ton parcours et ce que tu en as appris? Mon échec, que je retiens, c'est finalement l'aventure entrepreneuriale, que j'ai eue, qui est l'Uro. J'en suis sorti, grandi évidemment, mais j'aurais préféré que ça fonctionne quand même. Ce que j'en retiens, c'est que c'est une vraie course contre la montre, l'entrepreneuriat, que globalement, on s'est un peu fait prendre de court, avec Grégoire, mon associé. On a un peu potentiellement sous-estimé notre cash burn, le temps de levée de fonds. On avait aussi fait un pivot, au bout d'un an. Il nous a relativement coûté «cher» entre guillemets, c'est du temps qu'on a perdu, par rapport à l'objectif, qui s'est dessiné ensuite. Voilà donc l'horloge tourne vite, dans le monde entrepreneurial donc c'est ça un peu la leçon. Effectivement, je pense que le cash burn comme élément à regarder de très près est un bon conseil. Est-ce que tu aurais d'autres conseils peut-être pour les gens qui, comme toi, du coup, pilotent des équipes techniques ou ont un rôle de CTO? Le conseil, ce qui est quelque chose qui est pas facile à faire, mais on y arrive, il faut commencer simple, c'est d'essayer quand même de mesurer. Tu vois, moi, je te donne un exemple, on me parle souvent, de la dette technique, où vous en êtes, comment vous la traitez. D'essayer finalement de pas tomber non plus dans des process extrêmement lourds, pour les équipes
et d'essayer de mesurer. Moi, par exemple, j'ai un petit, on a fait évoluer un peu le process parce que comme pas mal de monde, on a des dossiers, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation, dans lequel on a du time tracking et en fait, plutôt que de les cantonner à uniquement aux projets qui seront éligibles à ces, subventions, enfin à ces crédits plutôt, en fait, on les a étendus à l'intégralité des projets du département et comme ça, en fait, on a quand même une idée, assez précise de l'investissement qu'on a en innovation, on va dire ce qu'on appelle, santé de la stack, dans lequel je vais mettre, du bug fix, des upgrades sur des frameworks techniques et des choses comme ça et on arrive globalement à un ratio qui au fur et à mesure des années est autour de 70-30. On sait que, globalement c'est un ratio qu'on estime assez bon et qu'on essaye de conserver. Voilà. Donc en fait, essayer de mesurer en utilisant finalement des choses qu'on devrait faire dans tous les cas, mais d'avoir finalement, d'une pierre deux coups, de mesurer aussi pour progresser, nous-mêmes. Voilà, donc ça, c'était un exemple que j'avais en tête et si j'en ai un deuxième, plus dans la constitution des équipes, il y a le rôle du management. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en rediscuter, si on fait un podcast, inversé. Parce qu'il y a beaucoup de sujets chez Alan qui m'intéressent beaucoup autour de ces thématiques. Mais globalement, je dirais, dans la constitution des équipes, c'est vraiment de construire, entre guillemets, par le haut, par la seniorité. Nous, je pense que c'est une bonne chose d'avoir des profils, juniors, mais il faut être absolument, bien en confiance qu'ils vont pouvoir être encadrés. Une personne plus senior, ça paraît un peu évident, mais il faut le faire dans le bon ordre et être sûr qu'on a une personne, senior dans une équipe, qui va pouvoir, finalement, faire, grandir l'équipe et pouvoir, recruter et lui adjoindre des personnes, plus juniors à côté. Et de la même façon, tu as des ratios en tête ou des targets, par rapport à effectivement cet équilibre entre junior et senior? Oui, bah, globalement, alors c'est une règle, voilà, parce que de toute façon, il y a pas mal de profils un peu intermédiaires et heureusement, c'est le centre de la gaussienne finalement, mais globalement, je dirais, pour un profil, senior, tu vas avoir, 2 profils intermédiaires et un ou 2 profils juniors, dans une équipe. Voilà, c'est pas une règle à écrire en dur évidemment, mais c'est un petit peu ce qu'on a en tête. Très bien, eh bien, merci beaucoup Benoît pour ces conseils. C'était un plaisir de te recevoir et d'échanger avec toi et on se retrouve très bientôt du coup sur le podcast, Tech Rocks. Merci beaucoup Alex, à très bientôt.